Le concours du média Ouzbek Erika. Oui. Ça commence maintenant. Ah, pardon. On est en direct, ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier challenge Jeunes Constructeurs Visionnaires, vous qui nous suivez à distance. Un premier challenge interécole organisé ce soir par SPI Batignolles, avec le concours du média Ouzbek Erika, et que j'ai le plaisir d'animer donc ce soir. Alors, avant de démarrer, juste un petit mot rapide peut-être sur le challenge JCV, pour celles et ceux qui sont encore en train de nous rejoindre. C'est un débat ludique qui est décalé de 45 minutes, pendant lequel donc 3 jeunes étudiants et étudiantes en école d'ingénieurs vont soumettre à 3 cadres dirigeants de SPI Batignolles leurs futurs souhaitables pour le domaine du BTP, des futurs souhaitables qu'ils ont imaginés avec leurs équipes respectives. Et à l'issue de ce débat, notre événement se poursuivra, vous le savez, sur PassMotion, où vous attendra un atelier en live chat qui s'adresse cette fois à tous les étudiants et les étudiantes connectés ce soir. Vous pourrez à votre tour soumettre vos idées sur les différents exercices prospectifs qui auront été proposés en début de soirée à nos experts de SPI Batignolles. On vous remet tout de suite le lien dans le chat de Livestorm pour vous y inscrire. Ça se fait vraiment en 3 clics. Et pendant le débat, pensez bien à prendre des notes si vous avez des idées qui vous viennent comme ça. Ça vous servira pour l'atelier d'écriture en deuxième partie de soirée. Et surtout aussi, n'oubliez pas que vous pouvez réagir dès maintenant et tout au long de la soirée sur les réseaux sociaux avec le hashtag ChallengeJCV. Alors donc vous le savez, ce soir, le challenge est consacré à la thématique construire propre en 2030. C'est une ambition qui porte aussi bien sur la phase opérationnelle du chantier que sur toute la durée de vie ensuite d'un bâtiment une fois qu'il est livré. Et donc, construire propre dès 2030, c'est avant tout participer dès aujourd'hui à l'effort de neutralité carbone. Vous le savez sans doute, depuis 2019, la France s'est fixé un objectif de 0 émission nette, le fameux ZEN pour ceux qui y sont familiers. Un objectif donc que la France doit atteindre à l'horizon 2050 cette fois. Or, on sait qu'en 2050, plus des 2/3 de l'humanité vivront en ville. Donc, construire propre dès 2030, c'est aussi veiller à ne pas générer une ville trop minérale, trop étouffante, ou encore s'assurer à ne pas renforcer les inégalités territoriales et sociales en poursuivant justement cet objectif de décarboner. Mais alors tout de suite, avant de démarrer, je vous propose de découvrir une courte vidéo qui a été concoctée par l'équipe d'Ouzbek Erika et qui explore avec intelligence et humour, vous allez le voir, la thématique qui va nous intéresser ce soir. Les villes rassemblent plus de la moitié de la population mondiale et elles consomment 70% de l'énergie, émettent 70% des gaz à effet de serre. Alors on pense évidemment à l'industrie, au transport, un peu moins mais à tort, au logement. J'écoute. Quand on cumule les gaz à effet de serre émis... Les villes rassemblent plus de la moitié de la population mondiale et elles consomment 70% de l'énergie, émettent 70% des gaz à effet de serre. Alors on pense évidemment à l'industrie, au transport, un peu moins mais à tort, au logement. J'écoute. Quand on cumule les gaz à effet de serre émis pour la production d'énergie nécessaire au chauffage, à l'eau chaude, à la cuisson, à l'électricité, à l'électroménager, l'énergie qui est nécessaire pour produire les matériaux qui sont utilisés pour construire les logements, ce qu'on appelle l'énergie grise, eh bien on constate que le logement arrive en 2e position. C'est le 2e émetteur de gaz à effet de serre. On cumule les gaz à effet de serre émis pour la production d'énergie nécessaire au chauffage, à l'eau chaude, à la cuisson, à l'électricité, à l'électroménager, l'énergie qui est nécessaire pour produire les matériaux qui sont utilisés pour construire les logements, ce qu'on appelle l'énergie grise, eh bien on constate que le logement arrive en 2e position. C'est le 2e émetteur de gaz à effet de serre après les transports. There are 6 things that humans need on this planet. They need water,
They need comfortable shelter that doesn't use fossil fuel. They need electricity. They need to treat their sewage in some way. And they need to treat their garbage in some way. And they need food. These housing units called the Earthships address all of these things all over the world. Mais pourquoi ne pas habiter dans une maison recyclée, un bâtiment entier qui serait réalisé à partir de matériaux recyclés? Nous nous rendons sur cet énorme chantier qui génère évidemment beaucoup de déchets. Ces tonnes de ciment et d'acier vont être entièrement recyclées. Isolation, aération et insonorisation sont intégrés d'entrée de jeu. Et tout cela avec un seul matériau que l'on pourrait à tout moment détruire puis réutiliser. Est-ce que vous ne pensez pas que dans une société industrielle évoluée comme la France, il n'est pas complètement utopique d'imaginer que les gens vont chauffer leur maison à l'énergie solaire? Un édifice équipé entre autres de 1400 panneaux solaires et d'un système de climatisation à l'eau de mer. Ces ingénieurs ont imaginé un système qui permet de dessaler l'eau tout en produisant de l'électricité baptisée CETO. L'eau à haute pression fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Mais la pression fait aussi passer l'eau de mer à travers une membrane qui filtre le sel avec, à la sortie, de l'eau potable 100% écologique. Enfin, le réchauffement que l'on pourrait envisager serait un réchauffement très faible. Les conséquences seraient à peine perceptibles. Ce que nous voulons, c'est réduire l'énergie utilisée pour construire des bâtiments, employer des matériaux propres et faire en sorte que ces bâtiments fonctionnent en émettant le moins de CO2 possible. Quand je dis à mes amis que je suis fermière urbaine, la plupart sont très surpris. Personne ne pense qu'il existe des fermes urbaines en pleine ville de Singapour. Et on pourrait vraiment récupérer beaucoup de place en faisant des cultures sur les toits et dans les couloirs. Tout le bâtiment pourrait être comestible. Un HLM comestible. On est de retour sur le plateau, sur scène. Donc, on vient de le voir, pour construire propre, c'est finalement toute la fabrique urbaine qui doit être repensée. Donc, il s'agit par exemple de miser davantage sur des projets en renouvellement urbain pour limiter l'artificialisation des sols et éventuellement anticiper des mesures de compensation aux émissions de CO2. C'est également favoriser l'économie circulaire, privilégier des matériaux locaux et biosourcés, concevoir une architecture bioclimatique, sobre et autonome en énergie. Pourquoi pas, on l'a vu dans la vidéo, intégrer de l'agriculture urbaine. Donc ça peut passer par des solutions très high-tech comme très low-tech. Bref, c'est autant de sujets sur lesquels ont planché nos champions et nos championnes que je vais vous présenter aussitôt. Donc, avec nous ce soir, Léna Bertellotti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, Léna, tu es étudiante à l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics. Tu étudies en alternance depuis 1 an et demi maintenant dans la filière génie énergétique de la construction durable au sein du bureau d'études thermiques et fluides Prélem. Et tu seras diplômée l'année prochaine. Et à cet égard, tu aimerais poursuivre donc ton travail dans l'entreprise où tu es actuellement pour devenir chargée d'affaires afin de concevoir finalement toute la partie technique d'un bâtiment. Et alors, à chacun et chacune d'entre vous, on vous a posé la même question pour ce soir. Et donc, on vous a demandé où vous iriez si vous deviez faire un retour vers le futur pour inspirer la construction de 2030. Et toi, donc, tu as répondu que tu voulais rejoindre l'époque du Corbusier pour t'inspirer de ces œuvres minimalistes et très fonctionnelles qui sont, d'après toi, à même de répondre à nos besoins contemporains, tout simplement. Avec nous également ce soir, Nicolas Amimi. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir, ravi d'être là. Merci. Tu es donc en 4e année à l'ESITC Paris, l'École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction. Tu es aussi le président de l'association La Ferme qui se consacre à la vie étudiante sur le campus.
et tu envisages de démarrer ta carrière comme conducteur de travaux dans un premier temps et ensuite de progresser petit à petit jusqu'à devenir directeur d'agence. Et alors toi, par rapport au fameux retour vers le futur, tu partirais en Grèce antique et plus précisément à Olympie pour contempler la création de cette ville mythique, mais aussi la naissance des Jeux Olympiques qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc on pressent aussi ta fibre sportive. Et troisième champion de la soirée, Luigiano Duarte. Luigiano, tu es là? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc toi, tu es en deuxième année de DUT en génie civil à Saint-Nazaire. Plus tard, tu aimerais travailler en bureau d'études sur des projets de construction dites responsables, c'est-à-dire des projets de construction qui proposent des solutions à la fois innovantes, écologiques et durables. Et donc, ce n'est pas un hasard si en parallèle de tes études, tu t'intéresses particulièrement à l'éco-construction, au bioclimatisme, au biomimétisme et aux différentes avancées techniques comme l'optimisation topologique et l'impression 3D. Et alors toi, Luigiano, en termes de voyage dans le temps, tu aimerais retourner au début du XVe siècle à Florence, parce que c'est à cette époque que Brunelleschi a conçu le dôme de la cathédrale florentine, le plus grand dôme, je le reprécise, de maçonnerie jamais construit par l'homme. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être avec nous ce soir pour nous livrer votre vision d'avenir du BTP. Et donc, en face de ces trois étudiants et étudiantes en école d'ingénieur, on a trois top managers de SPI Batignolles qui vont venir les challenger. Donc, je commence par Frédéric Gora. Vous êtes directeur technique chez SPI Batignolles Île-de-France. Bonsoir. Vous nous entendez, Frédéric? Frédéric, on a perdu Frédéric. Il va peut-être revenir. Donc, au quotidien, vous managez 4 services. Bureau d'études structure, méthode, BIM et outils digitaux et services matériels. Vous faites partie du groupe Innovation et vous vous intéressez aux nouveaux modes constructifs. Vous êtes à la fois animé par la constante avancée technologique de votre métier et le fait de pouvoir laisser une empreinte, en fait, pour les générations futures. Et si vous deviez faire un bond dans le temps, vous voyageriez pour rencontrer, en fait, les architectes et constructeurs de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, donc au Moyen-Âge. Marie-Aude de Rodenbeck, bonsoir, vous êtes là? Bonsoir, oui, je suis là. Alors, vous êtes, quant à vous, directrice du service méthode chez SPI Batignolles Génie Civil. Votre mission, elle consiste à réunir en fait toutes les conditions pour que votre équipe livre un travail de qualité en temps voulu. Votre poste exige donc de savoir conjuguer avec habileté, on va dire, les aspects les plus techniques et en même temps beaucoup de relationnel humain. Et si vous deviez faire donc un retour vers le futur pour inspirer la construction en 2030 de votre côté, vous iriez encore plus loin que Frédéric en rejoignant l'Antiquité pour participer à la construction du pont du Gard. Et enfin, pour terminer, Patrick Torchio, vous êtes là, vous nous entendez? Est-ce que Patrick est connecté? Est-ce qu'il est là? Il a le micro coupé. On vous entend. Bonsoir Patrick. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes directeur des activités dans les pays du Golfe pour la filiale SPI Batignolles Fondation. Vous participez au développement commercial de l'entreprise en encadrant à la fois la cellule études prix techniques et la cellule travaux. Et ce qui vous motive le plus dans votre métier, c'est véritablement l'acte de construire et puis ensuite la satisfaction ressentie une fois l'ouvrage terminé, un petit peu comme Frédéric. Et comme Frédéric, vous seriez prêt à retourner au Moyen-Âge pour observer la construction des cathédrales et découvrir les secrets des bâtisseurs de l'époque. Beaucoup de points communs entre vous deux, en tout cas. Merci à tous les trois d'être présents avec nous ce soir pour accompagner donc les étudiants et les étudiantes. Comment, pardon? Non, je disais, nous ne sommes pas parlé avec Frédéric.
D'accord, vous n'êtes pas concerté. Voilà. Mais en tout cas, merci en particulier à vous, Patrick, je crois, parce que je le signale, il est un petit peu plus tard chez vous. Vous êtes à Dubaï, c'est ça? Abu Dhabi, oui. Abu Dhabi, Abu d'accord. Dhabi, Alors voilà. donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on inaugure en fait ce challenge JCV avec le premier exercice prospectif. Ça s'appelle Hello Goodbye. L'idée, c'est vraiment d'identifier les usages et les pratiques du BTP qui n'existeront plus en 2030, alors qu'aujourd'hui, elles nous semblent indéboulonnables. Donc, Léna, Nicolas et Luigiano, je vous demanderai de bien respecter le timing. Vous le savez, vous avez chacun et chacune 2 minutes pour présenter votre scénario. Et Nicolas, je te propose de commencer. On t'écoute? Eh bien, avec plaisir. Alors, depuis quelques années, nous avons pu voir l'évolution du réchauffement climatique. Les facteurs de cette augmentation sont dus aux usines, à la surconsommation alimentaire, mais aussi au domaine du bâtiment. En effet, la construction de bâtiments et leur exploitation représentent 40 à 50% de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés. Nous avons donc décidé d'étudier ce qui pourrait être amené à disparaître dans les années à venir pour réduire notre consommation de CO2. Nous nous sommes intéressés au béton, car c'est le matériau le plus courant dans le domaine du BTP. Cependant, sa production nécessite beaucoup d'énergie et libère une grande quantité de CO2 dans notre atmosphère. De plus, le sable étant devenu une denrée rare, son utilisation devient donc de plus en plus compliquée. Un nouveau type de béton pourrait donc alors apparaître. Nous nous sommes intéressés à un en particulier, le béton de chanvre. Nous sommes donc en droit de nous demander en quoi le béton de chanvre possède des qualités bien plus respectueuses de l'environnement que le béton classique. Eh bien, en fait, le béton de chanvre est supérieur presque en tout point. Il possède une meilleure isolation thermique et phonique, sa consommation énergétique est légèrement inférieure. Il nécessite peut-être une ossature bois ou métal, car le béton de chanvre n'est pas porteur. Cependant, l'utilisation du bois par rapport à celle du sable représente 6% de moins au niveau de l'impact sur l'épuisement des ressources. Et enfin, il produit très peu de déchets, car ce sont des déchets non dangereux comme des résidus de chanvre. Et le béton de chanvre produit surtout 5% de moins d'émissions de CO2 que le béton classique. Ainsi, en mélangeant des copeaux de chanvre, de chaux et d'argile, nous obtenons un matériau solide, peu coûteux et avec une production nécessitant une très faible consommation d'énergie. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet éclairage assez prometteur sur le remplacement donc, du béton par le béton de chanvre. On va passer en revue, je vous propose qu'on passe en revue l'ensemble des scénarios et qu'ensuite on entende donc les réactions des différents experts de SPI. Donc on va maintenant écouter les propositions de l'équipe de Léna de l'ESTP. Léna, à toi de jouer. Ok. Alors donc, le premier scénario, ce serait la disparition des métiers exclusivement réservés à l'environnement. Dans un monde idéal, les métiers exclusivement réservés à l'aspect environnemental d'un projet seraient supprimés, hormis les bureaux de contrôle peut-être. C'est une notion qui devrait être intégrée dans tous les choix de conception, d'exécution ou de démolition. Tout comme la norme PMR, les émissions de polluants et la consommation d'énergie ne devraient pas être traitées à part. Le bureau d'études thermiques doit s'en soucier, en préconisant des isolants biosourcés par exemple. Le bureau d'études structure doit s'en soucier, en s'adaptant à un béton de chanvre par exemple, comme cité précédemment. Les fabricants doivent ajouter l'enjeu de durabilité aux enjeux économiques, acoustiques et esthétiques de leurs produits. Ensuite, on peut poursuivre l'analogie avec la norme PMR. L'architecte applique des normes et son bon sens pour faire en sorte qu'une personne à mobilité réduite puisse circuler dans son bâtiment. Un ascenseur est dimensionné pour accueillir une personne en fauteuil roulant, par exemple. Et bien pour l'environnement, c'est pareil. Le thermicien doit répondre au mieux à la réglementation thermique en vigueur, mais le fabricant de climatiseurs également, le RCE de même. En général, les questions purement techniques et esthétiques sont traitées en première et à part des questions environnementales. Alors la norme environnementale vient contraindre le projet après qu'il soit établi. La question environnementale ne participe pas à la construction du projet, elle le contraint la plupart du temps, et c'est le problème.
Pour que le scénario soit atteint en 2030, il faudrait également que les écoles du BTP intègrent davantage l'environnement dans leur enseignement. On retrouve des écoles spécialisées là-dedans, mais cette notion est encore trop peu évoquée dans les écoles non spécialisées dans l'environnement. À l'ESTP, certains cours ils sont peut-être dédiés. Mais étant donné que les professeurs de structure, par exemple, travaillent eux-mêmes dans des entreprises où ils n'y sont que peu sensibilisés, ils n'abordent que brièvement le sujet. En reprenant l'exemple d'un cours de structure, le professeur pourrait intégrer davantage de problématiques liées au béton de chanvre ou au béton bas carbone. Merci beaucoup, Léna, d'avoir porté et partagé du coup la vision de ton équipe sur la disparition finalement des métiers exclusivement réservés à l'environnement. En fait, on retient que cette sensibilisation à l'environnement, elle va finalement venir infuser l'ensemble des services et des métiers de façon plus transversale. Maintenant, on va écouter Luigiano. À ton tour, Luigiano, je crois qu'avec ton équipe, vous avez plutôt travaillé sur les pratiques liées au métier d'architecte. Voilà, on t'écoute ? Oui. Alors, la filière du BTP, il faut dire elle fait face à une véritable révolution, c'est-à-dire qu'un des gros points faibles du BTP, c'est sa fragmentation. Donc, en effet, pour avoir travaillé en tant qu'ouvrier sur chantier, je me rends compte qu'il y a énormément d'acteurs différents sur chantier. Donc, on a un électricien, un plombier, un plaquiste, un architecte, un ingénieur structure, un thermicien, un cuisiniste, etc. Donc, cela pose notamment des problèmes de communication et de productivité. Donc, sur chantier, ça se traduit par on ne peut pas élever la cloison tant que l'électricien n'a pas référencé ses réseaux. On doit attendre la confirmation du plombier pour réaliser certaines réservations, etc. Donc, de plus en plus, on essaye de simplifier ces outils pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre afin d'éviter ces problèmes de spécialisation. Et donc, la révolution dans le BTP va très sûrement affecter de nombreux métiers comme l'architecte. Et en effet, nous sommes persuadés que c'est un métier qui ne tend qu'à évoluer et en voici les raisons. Donc, prenons le cas d'un client qui a des besoins sur les aspects de construction et d'aménagement d'un logement. Donc, ce sont des notions très abstraites pour le client. Et donc, la mission de l'architecte, ça va être notamment de guider le client, de l'aider à concevoir son projet et tout cela dans le respect des normes. Donc, premièrement, l'architecte, il est aujourd'hui dans le rôle de conseiller. Or, s'il existait une application sur smartphone ou sur Internet qui pouvait guider notamment le client, l'architecte n'aurait plus ce rôle de conseiller demain s'il y avait cet outil numérique à disposition du client. Deuxièmement, il y a une part dans le métier d'architecte qui est très mécanique, c'est-à-dire le respect du PLU, le respect des réglementations, des normes de construction, de la conception bioclimatique. Et ce sont des tâches très mécaniques dont l'architecte en sera dispensé à l'aide du numérique, c'est-à-dire que des normes comme le PLU, la politique de logement et de technique du bâtiment seront numérisées et traitées par des logiciels. Il y a aussi un aspect qui ne va pas changer chez l'architecte, c'est pour ça qu'il va évoluer et pas se supprimer, c'est sa touche créative. Donc on peut pas, il y a une chose qu'on ne peut pas toucher, c'est la créativité. L'intelligence artificielle et le numérique ne le remplaceront jamais. Et enfin, l'architecte sera un contrôleur afin de valider du point de vue humain un projet. Merci beaucoup, Luigiano, pour ces précisions. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous suivent que vous pouvez réagir en direct avec le hashtag #ChallengeJCV une fois encore. Maintenant, on va recueillir donc les commentaires de nos différents experts de chez SPI Batignolles. Je vous demanderai à vous aussi de bien respecter un petit peu le timing. Vous avez à peu près 5-6 minutes pour faire des commentaires, mais on n'est pas tout à fait en avance, donc voilà, essayons d'être concis. Pour rebondir donc aux différentes propositions de Luigiano, de Léna et de Nicolas, quelles sont vos premières impressions à l'écoute de ces différents scénarios? Peut-être Frédéric Gora pour commencer. Frédéric? Est-ce que Frédéric est avec nous? Il n'a pas l'air d'être avec nous, Frédéric. Est-ce que Patrick ou Marie-Aude souhaitent réagir? Vous m'entendez? On vous entend, Patrick. On vous entend, ok. Alors, si je commence par Nicolas, effectivement, l'idée du béton de chanvre,
comment dire, est très bonne. Un béton qui émet, qui soit moins émissif est clairement la tendance à venir. On ne peut plus continuer, si on veut respecter les critères qui ont été fixés, on ne peut plus continuer avec un béton classique, et béton bas carbone, béton de chambre, etc. sont forcément les bétons de l'avenir. Oui. Marie-Aude, peut-être un commentaire sur les autres scénarios? Oui, parce que je vois qu'on a perdu Frédéric. Alors moi, c'est aussi sur le scénario de Nicolas que j'ai le plus regardé, parce que je suis plus en interaction sur le béton que sur les autres métiers. Sinon, il y avait quand même une réflexion, la réflexion de Léna me paraissait intéressante sur l'idée de dire que les métiers exclusivement réservés à l'environnement vont disparaître. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que, alors certes, l'environnement va devenir un réflexe, mais si je fais le parallèle avec les métiers de la sécurité, moi, quand j'ai démarré, c'était une même personne sur un chantier qui gérait la sécurité, l'environnement, la qualité. Et puis petit à petit, néanmoins, les métiers se sont spécialisés. Et aujourd'hui, c'est en général un interlocuteur dédié qui est quand même spécialiste de la sécurité. Alors effectivement, les réflexes de sécurité sont intégrés très tôt, mais il reste quand même, ça devient quand même, au fur et à mesure que notre réflexion avance, il me semble que justement, on a aussi besoin de gens qui sont de plus en plus compétents dans le domaine. Voilà pour le scénario de Léna. Peut-être une réaction au scénario de Luigiano, ou on peut passer à l'exercice suivant, parce que le temps tourne à votre convenance, si vous avez des commentaires à faire, des réactions. Pas spécialement? Oui, oui, allez-y Patrick. Si, non, mais c'est très intéressant également ce que Luigiano a évoqué, avec comment dire, le fait que certains métiers, on pourra en parler aussi un petit peu plus tard, mais en fait vont perdre certaines de leurs, comment dire, si on prend l'exemple de l'architecte, certaines de ces tâches vont être remplacées par des outils numériques, et il pourra pleinement se consacrer à l'aspect de créativité. Je pense que c'est effectivement ce vers quoi on se dirige. Très bien, merci en tout cas pour vos retours. Je vous propose qu'on passe donc au deuxième exercice. Ça s'appelle Dessine-moi un job. Toujours en 2 minutes top chrono. Vous devez, Léna, Luigiano et Nicolas, dérouler la fiche de poste d'un métier stratégique du BTP qui n'existe pas encore. Nicolas, est-ce que tu es là? On t'écoute? Toujours là, oui. Alors, les acteurs du BTP commencent à se sentir concernés par la question de l'environnement, et de nombreux maîtres d'ouvrage veulent que leur bâtiment soit certifié HQE. Il existe de plus en plus de chantiers appliquant ce qu'on appelle une charte environnementale afin de limiter la pollution et la production de déchets. Cependant, les procédés mis en place ne sont pas toujours correctement respectés, même si des sanctions sont appliquées. Pour régler ce problème de non-respect de l'environnement, nous aimerions créer un tout nouveau poste au sein du monde du BTP qui s'appellerait l'ingénieur méthode environnementale, donc l'IME. Ce professionnel de l'environnement sera sollicité dès la conception du projet afin d'anticiper les contraintes environnementales qui en découleront. Il sera aussi chargé de conseiller et de guider l'ensemble des acteurs de la conception afin de mettre en place les solutions les plus adaptées au bon respect de l'environnement. Durant la construction du bâtiment, il sera chargé de vérifier l'isolation pour s'assurer qu'il n'y a pas ou très peu de déperdition thermique. Par la suite, il sera responsable sur un ou plusieurs projets de s'assurer que les équipes de construction respectent bien les normes environnementales décrétées en phase de conception. Que ce soit durant la phase gros œuvre ou CET, il sera chargé de contrôler à l'aide de plusieurs capteurs la consommation énergétique du chantier. Ce poste a une démarche totalement différente des bureaux d'études environnementaux actuels,
car l'intérêt de l'IME est d'avoir un conseiller, un réel professionnel présent lors des premières ébauches du projet jusqu'à sa phase de réception. De plus, la démarche ne sera plus d'appliquer des sanctions lorsque les normes ne sont pas respectées, mais plutôt d'accompagner et de guider les différents intervenants vers le respect de ces mesures. Nous pensons que l'IME sera surtout mobilisé sur des chantiers de réhabilitation. Pourquoi? Car il ne faut pas oublier que notre projet s'établit en 2030 et que d'ici là, les chantiers de réhabilitation représenteront la majeure partie de l'activité de la construction. Merci. Merci à toi, Nicolas, pour cette suggestion pertinente autour donc, de la figure de l'ingénieur méthode environnementale. Je passe tout de suite la parole à Luigiano, qui va présenter donc, le métier qu'il a imaginé avec son équipe. Luigiano? Alors tout d'abord, avant de se concentrer sur le métier stratégique du BTP en 2030, il convient de contextualiser la situation du BTP en 2020. Donc des études provenant du rapport de McKinsey décrivent l'économie du BTP comme une filière ayant une croissance assez laborieuse. Et donc ce retard s'explique par 3 facteurs. Le premier, c'est que le BTP est une filière fortement morcelée, comme rappelé précédemment. Le deuxième, c'est qu'il y a des problèmes de management et d'exécution. Et le troisième, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement en recherche et développement, innovation et développement des compétences. Donc concrètement, le BTP doit complètement se révolutionner sur la gestion de chantier. Donc il y a beaucoup trop d'acteurs différents sur un projet qui ont tous une manière différente de travailler. Et cela pose des problèmes de communication et ça se répercute sur la qualité d'exécution. Donc voici la stratégie que nous avons imaginée. Elle se divise en 2 points. Le premier, c'est d'utiliser les maquettes BIM, donc un travail collaboratif de tous les acteurs d'une même construction. Et ensuite, de tirer profit de la fiabilité et la précision de la technologie afin de gagner du temps sur chantier. Donc, on a imaginé le métier d'ingénieur holographiste. C'est un ingénieur qui aura pour mission principale d'exploiter les plans issus de maquettes BIM d'un projet et de les projeter directement sur chantier sous forme d'hologramme. Donc, les hologrammes permettent une immersion complète dès le début d'un projet. Et voici concrètement les fonctions du métier d'ingénieur holographiste. Donc, premièrement, l'ingénieur holographiste sera déjà présent lors de la phase d'élaboration du projet, c'est-à-dire que son objectif sera d'aider le client à bien s'imaginer les différentes configurations possibles de sa future construction et de clarifier l'ensemble de ses idées. Donc, ensuite, le même ingénieur ne participera pas véritablement à la phase de conception, puisque c'est le numérique s'en occupe, enfin la maquette BIM s'en occupe. Et par la suite, lors des phases d'aménagement et de construction sur chantier, l'ingénieur holographiste viendra borner donc, le terrain afin d'y placer son système de projection, ce qui est un gain de temps considérable. C'est qu'on n'a pas besoin de mesurer les longueurs, de penser aux futures tâches, etc. Les hologrammes permettent une immersion complète dans le projet, pour les ouvriers comme pour la gestion de chantier. Dernièrement, les hologrammes permettent de s'assurer de la qualité de réalisation du bâtiment en comparant le modèle projeté avec le modèle construit. Merci Luigiano pour cette proposition. Donc après l'ingénieur méthode environnementale de l'équipe de Nicolas, on a donc l'ingénieur holographiste, c'est intéressant. Donc avant d'entendre les différentes réactions des experts de chez SPI Batignolles, on va écouter Léna, donc, qui a imaginé avec son équipe de nouvelles missions en lien avec le déploiement de certains outils. Léna, on t'écoute. Alors oui, donc c'est pas vraiment un métier, ce serait plutôt un nouveau domaine. J'ai nommé le IKEA de la maison individuelle. Depuis le Fordisme, on a tendance à tout standardiser pour rendre accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, il faut de l'argent à un particulier, ou beaucoup de débrouillardise, pour construire une maison passive ou du moins économe en énergie. D'un autre côté, les complexes de matériaux préfabriqués font leur apparition, qu'ils soient bas carbone ou non. Donc, imaginons des panneaux de toiture, de murs, de fenêtres déjà encastrées ou de dalles prêtes à l'emploi. Ces complexes seraient plus faciles et plus rapides à assembler que les éléments d'une construction classique en briques. Ils seraient directement conçus et dimensionnés pour accueillir les systèmes de production de chaleur, les réseaux, etc., tout en limitant les déperditions thermiques. Cela représenterait moins de main-d'œuvre, moins de ratés, plus de rapidité et moins de questions à se poser pour une personne lambda souhaitant construire propre et loger proprement. Donc, une fois la recette de la maison durable trouvée, pourquoi ne pas développer des kits de maison à monter soi-même? Et pas uniquement pour la maison individuelle. Ce genre de kit pourrait être envisagé pour des bâtiments résidentiels, des bâtiments publics ou des bâtiments tertiaires relativement hauts. En effet, le bois,
qui est un matériau local et durable, possède des propriétés structurelles, physiques et acoustiques tout à fait adaptées à la construction. Je pense notamment au CLT, qui se démocratise petit à petit et dont la mise en œuvre pourrait s'avérer bien plus simple que du béton. On pourrait imaginer des complexes de murs, des toitures à base de CLT grimpant jusqu'au R+10. Deuxième mini-scénario que je voulais quand même aborder, l'impression 3D, qui serait plutôt réservée à des constructions inférieures à 5 mètres ou bien comme un outil de préfabrication. Elle permettrait d'économiser de la matière. L'imprimante dépose un filament tout de même assez épais, mais un filament de béton sans remplir totalement le volume. Donc ça permet d'économiser pas mal de béton. Merci Léna pour ces deux idées rafraîchissantes. On va sans plus tarder laisser la parole aux experts et aux expertes de chez SPI Batignolles. Peut-être Patrick Torchio pour commencer, ou alors Frédéric qu'on a retrouvé. Alors, je vais par mon téléphone, je suis dégradé, ça marche. Ouais. Alors, je voudrais réagir sur le... Alors, vous m'entendez? Allez-y Patrick, on vous entend, oui. Oh, oui, problème de connexion. Je voudrais réagir en premier sur le petit exposé de Luigiano, que j'ai trouvé très intéressant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le BIM, c'est encore, je dirais, trop souvent considéré comme uniquement un outil de modélisation 3D pour la conception et la construction, mais ce qu'a proposé Luigiano est très intéressant. Il faut aller au-delà, je considère que le BIM peut avoir une valeur également pour la gestion de l'ouvrage futur. Il faut profiter de cette maquette pour aller au-delà et arriver à créer un peu un cercle vertueux afin d'optimiser la maintenance du bâtiment, de l'ouvrage. Donc on peut optimiser la consommation d'énergie, etc. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut aller au-delà de la simple maquette 3D, mais il faut penser à acquérir des données en temps réel, ensuite mettre en place un système d'apprentissage automatique, d'analyser ces données, et puis voilà, pour pouvoir en arriver à sortir des prédictions, pouvoir anticiper et éventuellement proposer des interventions prédictives, etc. Voilà. Donc j'ai trouvé très intéressant son exposé. Voilà, je vais laisser Donc là, on est plus sur collègues. la Smart City. On va donner rapidement la parole à Frédéric parce qu'on ne l'a pas encore entendu, mais très rapidement parce que le temps tourne. Oui, très rapidement. Alors, deux choses. Sur Luigiano, en fait, on fait déjà des choses avec de la réalité augmentée à partir des maquettes numériques, où en fait, on fait de la superposition d'états de maquettes dans l'ouvrage qu'on est en train de réaliser à partir de lunettes HoloLens ou de tablettes, avec des repérages qu'on peut déjà physiquement faire. La maquette, elle est vraiment à utiliser dans son côté prédictif ou de réemploi plus tard. Il y a un champ des possibles géant. C'est vraiment, là, il y a vraiment de quoi explorer, et puis on pourrait y passer des heures. Je reviens aussi sur l'industrialisation, parce qu'il y a énormément de choses aussi qui se passent autour du CLT, du bois, où là, il y a beaucoup à faire sur le fait qu'on aille construire. Et puis surtout, il faut construire en pensant au réemploi, mais de manière plus tard, c'est-à-dire démonter, au lieu de le démolir, le démonter pour pouvoir le réemployer. Et ça, il y a énormément de choses à faire sur ce sujet avec les architectes, pouvoir retravailler un jour, 15 ans après, un élément de poteau, de poudre, etc. L'impression 3D, on commence à l'aborder aussi de manière industrielle chez SPI Batignolles. On a déjà des premiers tests qu'on commence à faire sur des éléments particuliers. Et puis, l'idée aussi, il y a quelques boîtes américaines qui commencent à se lancer sur de l'usage d'impression argile sur des petites choses, des bâtiments, à partir en fait de réemploi des matériaux qui sont in situ. Et demain, pourquoi pas aussi imaginer d'imprimer en fait du béton qui a été concassé, ça c'est une idée que je bricole là, et pour pouvoir reconstituer en fait dans une économie circulaire
de réemployer le béton concassé et de le réimprimé. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. On va essayer d'avancer. Peut-être, Mario, je vous laisserai la parole sur le troisième exercice, à moins que vous teniez absolument à intervenir. Je ne voudrais pas qu'on soit trop en retard. Donc, on va terminer avec le troisième exercice donc, qui s'appelle Moi CEO. En fait, les étudiants et les étudiantes ont imaginé les 5 mesures choc qu'ils mettraient en place dès leur nomination à la tête d'une grande entreprise du BTP au 1er janvier 2030. Et donc, cette fois, on va commencer avec Luigiano. Luigiano, du coup, tu as 2 minutes pour nous présenter tes 5 mesures. Ok. La première mesure que nous allons prendre serait d'arrêter l'utilisation de plastique non recyclé. Donc, c'est un geste qui paraît anodin et banal, mais en y repensant, le plastique est un matériau bien trop présent et qui provient du pétrole, donc pas vraiment écologique. Et donc, on pourrait à court terme réutiliser et recycler les déchets pour plastique et les intégrer dans nos constructions. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et seulement à long terme, le plastique sera remplacé par des matériaux plus écologiques et intelligents. La seconde serait de fabriquer des bâtiments démontables et plus sobres afin de faire face à toutes les politiques de recyclage et d'obsolescence des bâtiments. Donc, penser nos structures de manière différente, anticiper la variation du nombre d'occupants dans un logement ou encore penser à la deuxième vie d'un bâtiment. Le troisième point, c'est l'installation de la domotique dans les futurs projets. Donc, la domotique, c'est un outil qui contribue grandement à ne pas gaspiller, que ce soit de l'énergie, donc pour éclairer, chauffer, rafraîchir et consommer lorsqu'il est nécessaire, ou encore de s'assurer du suivi des équipements sur chantier. Donc, le quatrième point, ce serait de privilégier la préfabrication hors site et en atelier. Donc, une construction hors site permet d'être plus flexible, car tous les équipements et les outils sont déjà disponibles en atelier. Enfin, c'est un très bon moyen pour réduire les nuisances sonores en ville, et cela ne signifie pas un travail à la chaîne. Enfin, le dernier point concerne la pénibilité du travail, la sécurité ainsi que la santé de nos compagnons. Donc, nous allons généraliser l'utilisation d'exosquelettes sur chantier. Ça permet aux ouvriers de réaliser de lourdes tâches sans pour autant nuire à leur santé. Donc, c'est un outil qui va soulager les travailleurs et les préserver. On rappelle que le BTP, c'est un des secteurs les plus dangereux et les plus éprouvants. Merci beaucoup, Luigiano, pour ces propositions. Léna, tu te lances? Ouais. On enchaîne un peu tambour battant. Alors, la première mesure serait d'avoir une filière innovation. Les projets sûrs et sécurisants devraient servir à financer des projets plus innovants ou des prototypes. Cette innovation peut se jouer sur des moyens de mise en œuvre, des matériaux, des équipements, des énergies renouvelables. On peut prendre l'exemple des produits biosourcés. Le principal frein pour l'utilisation de ces matériaux est le manque de retour d'expérience et la non-démocratisation de leurs règles de mise en œuvre. Ces freins augmentent les coûts d'études, de mise en œuvre et d'exploitation. Donc, en imposant un pourcentage de chiffre d'affaires, par exemple, dédié à l'innovation et à la recherche, le développement de ces nouveaux savoirs pourrait s'accélérer. Cette contribution à l'innovation peut aussi être financée indirectement par des green funds, c'est-à-dire des fonds reversés à des entreprises dont les projets sont certifiés durables. Ce serait un gage d'investissement propre. Deuxième mesure, privilégier le local et le court-circuit. Bon, je ne développe pas, mais je trouve que c'est vraiment une mesure essentielle. Troisième mesure, limiter la pollution lumineuse. Et si vraiment une entreprise ressent besoin de scintiller de mille feux pour faire sa pub, elle peut avoir recours à la bioluminescence. On ne joue peut-être pas avec les mêmes intensités lumineuses, mais il y a de quoi être créatif sans consommer et sans perturber la faune et la flore. Quatrième mesure, adopter et promouvoir des labels efficients ou instaurer une quantité minimale d'espace vert dans un projet. Je crois que ça n'existe pas encore. Ce sera un moyen concret et pas seulement attribué à la mairie pour verdir nos villes. Cette quantité d'espace vert pourrait être calculée en fonction de la surface habitable du projet ou en fonction de la fréquentation estimée du site. Aujourd'hui, la solution de facilité est de compenser les émissions d'un bâtiment en rajoutant des panneaux photovoltaïques. Donc, mettre des espaces verts pourrait être une nouvelle façon de contrebalancer les émissions de carbone et la facture énergétique. Et enfin, dernière mesure, construire un projet accueillant des activités au scénario d'utilisation complémentaire. Ça permettrait d'optimiser les besoins en chauffage, climatisation et en eau chaude sanitaire, ou de faire de la récupération d'énergie pour valoriser sans stockage et sans transport.
Merci Léna pour ces 5 mesures. Et pour terminer donc le tour de table, je donne la parole à Nicolas qui représente l'équipe de l'ESITC. C'est ça. Alors nous, notre première mesure serait de signer un partenariat avec une entreprise de recyclage de leurs matériaux. Tout simplement parce que ce partenariat aura pour but de récupérer le maximum de déchets recyclables sur les chantiers pour s'assurer qu'ils soient bien traités. Ce partenariat, il permettra aussi à l'enseigne du BTP de payer moins cher son recyclage et à l'enseigne de recyclage, d'avoir une source de revenus sûre. Notre deuxième mesure serait la mise en place d'une application en ligne de vente de matériaux ou de matériel entre les différents chantiers avec des prix réduits. L'idée serait qu'au lieu de jeter le matériel qui ne sert plus ou qui est présent à cause d'une erreur de commande, en un simple clic, un chantier de notre entreprise ou d'une autre entreprise pourrait les racheter et en faire bon usage. Ensuite, nous avons pensé à mettre en place une campagne de sensibilisation à l'environnement sur les chantiers. Donc, nous avons déjà tous participé à un quart d'heure sécurité. Alors, pourquoi ne pas réitérer l'expérience, mais en parlant des cigarettes, des bouteilles plastiques, etc., jetées n'importe où sur le chantier. La mise en place d'écrans à faible consommation à l'entrée des bureaux, mettant en lumière les chiffres clés quant à la consommation d'énergie sur le site et dans les bureaux pour faire prendre conscience aux employés de leur consommation journalière et de l'impact environnemental que cela engendre. Et enfin, utiliser des bases-vie éco-responsables à la place des bases-vie actuelles. L'idée serait d'installer des panneaux solaires pour subvenir aux besoins électriques de la base-vie et des récupérateurs d'eau pour subvenir aux sanitaires sur la toiture. Car cette dernière étant très exposée à la lumière et très peu utilisée, cela serait dommage de ne pas l'utiliser. Le surplus d'énergie pourrait même être utilisé pour les différents travaux présents sur le chantier. Voilà, merci. Merci Nicolas. Je me tourne très rapidement maintenant vers les cadres de SPI Batignolles. Du coup, qu'est-ce que vous avez à ajouter, à dire suite à ces différentes propositions? Peut-être Marie-Aude Rodenbeck, je vous laisse réagir en premier. Oui, alors moi, il y a beaucoup de propositions. Là, je prendrai, en fait, je choisirais un mix des trois. Il y a beaucoup de propositions sur lesquelles on travaille déjà. Donc, moi, j'espère qu'en 2030, ça ne sera plus des décisions à prendre. Ce sera des décisions déjà prises et déjà bien ancrées. Je peux en citer plusieurs. Alors, des bases-vie plus éco-responsables, c'est vrai qu'il y a une belle marge d'amélioration. Mais c'est en cours. Aujourd'hui, ça passe par des systèmes tout bêtes du style le chauffage qui se coupe automatiquement quand on ouvre une fenêtre. Des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Mais donc, je pense que voilà, on est dans la voie d'améliorer nos bases-vie. Tout ce qui a été dit aussi sur la préfabrication, ce que Luigiano a dit au début sur la préfabrication hors site. Et je mettrai un lien avec le dernier axe dont il a parlé, c'est-à-dire tout le travail sur la pénibilité du travail justement pour les ouvriers. Préfabriquer hors site, ça veut dire préfabriquer en atelier, donc moins de nuisances pour les riverains, mais surtout un travail plus agréable pour les ouvriers. Et effectivement, avec le support potentiellement d'exosquelettes ou de choses comme ça. Et alors enfin, le dernier, oui, tout ce que Nicolas a dit sur le recyclage de matériaux et sur des plateformes de seconde main, un équivalent du Boncoin ou de Vinted pour les matériaux et les matériels, ça existe déjà. Ça tend à se développer et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va devenir incontournable dans les années à venir. Voilà pour ma part. Merci Marie-Aude. Un mot vraiment de réaction pour Patrick et puis pour Frédéric. Patrick? Oui, mais comme le disait Marie-Aude, je pense que les trois, Luigiano, Léna, Nicolas ont tous fait des propositions qui sont à retenir. Hein. Alors certaines sont déjà appliquées, comme par exemple campagne de sensibilisation sur l'environnement pour limiter la pollution sur chantier, etc. C'est quelque chose qu'on fait déjà. Hein. On associe ça au quart d'heure sécurité, mais il y a également quelques minutes qui sont dédiées à l'environnement, sur la pollution, etc. Les fuites d'huile des engins, justement le plastique qui est à trier, et ainsi de suite.
je pense que, comme le disait aussi Mario, il faut qu'en 2030, on arrive avec tout ça déjà en place et qu'on ait d'autres sujets à appliquer. Voilà, je pense qu'on pourrait aussi, on n'a pas parlé de, comment dire, des véhicules de transport, des engins de chantier. Je pense qu'on pourrait, enfin, ça commence déjà. Imaginer que tous les engins de chantier, parce qu'on est dans une activité quand même on a pas mal de travaux publics, pas mal d'engins de terrassement, et ainsi de suite, que tous les engins ne soient plus des moteurs thermiques, équipés de moteurs thermiques, mais de moteurs électriques, et ainsi de suite, quoi. Voilà, je pense qu'on pourrait débattre très longtemps sur le sujet. Vous aurez l'occasion de le faire avec l'ensemble des participants ensuite en deuxième partie sur PassMotion. Frédéric, peut-être un mot, vraiment une mesure à retenir qui vous a interpellé ou qui n'a pas été peut-être énumérée. Votre micro, Frédéric, on ne vous entend pas. Allez-y. Ouais, c'est bon. Parce que c'est de mon téléphone, c'est pas simple. Oui, en 2030, ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait plus le terme déchets, mais matériaux à régénérer. On enlève ça de notre champ lexical. Ce serait pas mal. Il y a aussi des tests pour les bungalows avec l'utilisation de l'hydrogène. Il y a des choses qui se passent beaucoup. Sur l'usage des ouvrages, utiliser le BIM avec les jumeaux numériques pour pouvoir un peu, et puis calibrer en fait au fur et à mesure un bâtiment dans son utilisation, et puis que ça génère en fait quelque part une autre génération d'ouvrages qui prend en compte l'expérience de ceux qui ont été précédemment utilisés. Et puis, ce que disait Mario aussi, les marketplaces. Aujourd'hui, on est dans un très très faible réemploi de matériaux démontés, et il va falloir monter beaucoup dans le pourcentage d'usage de portes, de faux plafonds, de faux planchers qui méritent d'avoir une deuxième ou une troisième. Merci pour ces retours. Il est 19h21, c'est la fin donc de cette première partie du challenge JCV Construire Propre. Merci donc à toutes et à tous d'avoir suivi ce show en direct ce soir. J'invite donc tout le monde à bien rester connecté, à participer à l'atelier d'écriture qui aura lieu donc dans quelques instants sur PassMotion. Vous pourrez à votre tour donc échanger et soumettre vos idées aux 3 experts et expertes de SPI Batignolles de ce soir, donc Frédéric, Marie-Audé et Patrick. Merci aussi à nos 3 champions et championnes, Léna, Nicolas et Luigiano, d'avoir relevé le défi de ce premier challenge JCV avec leur équipe. Vous pourrez évidemment retrouver en fait leur scénario, ceux qu'ils ont présenté ce soir, dans un article qui sera très bientôt publié sur le site d'Ouzbek Erika. Et vous-même, peut-être, vous aurez la chance de voir votre scénario figurer dans cet article. Donc, rejoignez-nous tout de suite sur PassMotion. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous y inscrire via le lien qui apparaît depuis un petit moment maintenant dans le chat et qui va réapparaître dans quelques secondes. Et après cela, toute l'équipe de SPI Batignolles et d'Ouzbek Erika vous donnera rendez-vous la semaine prochaine, le 4 février, pour un deuxième challenge JCV consacré cette fois au thème construire inclusif. Et les inscriptions sont d'ailleurs d'ores et déjà ouvertes. Mais d'ici là, on vous dit à tout de suite sur PassMotion. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. À tout de suite.